en 2000. Et j'ai fait mes études, enfin, j'ai continué mes études supérieures en France. J'ai fait un master et puis une thèse. Et depuis 2016, je travaille en tant que chargé de recherche au laboratoire Navier. Euh, On va revenir plus tard sur les questions si on a. L'année d'arrivée de ton arrivée en France, je crois qu'on l'a. 2009, fin 2009. Je suis arrivé fin 2009 D'accord. en France. D'accord. Et tu peux nous dire, c'était dans quel cadre ton arrivée en France? C'était qui t'a accompagné? C'était quel programme? Alors, c'était en 2009. C'était enfin, dans le cadre d'un programme d'échange entre le KRG et la France. Et donc, c'était supervisé par le consulat général de France à Erbil. Le consul lui-même, hein, docteur Frédéric Tissot, que je sais et que je le remercie. D'accord. Le consul à l'époque était. Donc, on était un groupe de 78 personnes, divisé en 3 petits groupes. Hein. Il y avait un groupe qui est allé à Vichy, un groupe à Rouen et un groupe à Grenoble. Donc, moi, j'étais parmi ceux qui sont allés à Grenoble. Et donc, c'est là-bas, enfin, j'ai appris la langue avec 25 autres camarades. Hein. Et on est allé à ce qu'on appelle le centre CUEF, le centre universitaire d'études françaises. Donc, on suivait des cours intensifs jusqu'à l'année scolaire 2010-2011, là où j'ai commencé mon master. Et donc, je suis venu à Paris. D'accord. Pour que je comprenne bien, ton arrivée n'était pas accompagné par Campus France à l'époque. Non, c'était la première fois où on met en place ce genre de programme d'échange. Donc, c'était supervisé par le consulat général de France à Erbil. Et donc, on était géré par Crous à l'époque. Donc, après quelques années, j'ai appris que le dossier a été transféré à Campus France. Et moi-même, j'ai pu bénéficier, durant la dernière année de ma thèse, je pense, d'une partie de bourse de Campus France. Donc, j'ai eu aussi des échanges avec eux. Voilà, mais nous, on était à l'époque, on était géré par Cruz. Cruz et Kunuz. Hein. Et puis, voilà, donc c'était comme ça. D'accord, donc juste simplement peut-être pour résumer un petit peu, c'est du consulat de France, du consulat général de France à Erbil que vous êtes venu en France. Oui. Voilà, il me semble que c'était dans le sillage des accords qui étaient signés entre le gouvernement du Kurdistan et la France. C'est ça. C'était le premier échange d'un nombre de personnes assez important. Hein. C'était un grand pas qu'on a mis et je pense que c'était une très bonne chose. Hein. D'accord. Simplement. J'espère que ce genre de programme continue. J'en profite simplement pour saluer le docteur Frédéric Tissot, qui était consul général à l'époque en France. Et je sais qu'il a l'habitude de suivre nos lives et s'il nous entend, on le salue et on sait le travail qu'il a fait pour pousser dans ce sens. Donc, il a mis beaucoup d'énergie. Hein, moi, je me souviens et ça lui tenait à cœur de faire ce programme. Et c'était une réussite, finalement. C'était une très bonne réussite. Hein. Je pense qu'on a pu former une bonne partie des étudiants. Et puis, une bonne partie qui sont retournés, une petite partie qui sont restés ou ils sont allés ailleurs. Mais c'était une bonne réussite, je pense. Ouais. D'accord. Toi-même, tu as décidé de rester en France. En proportion, combien sont retournés au Kurdistan et combien... On devait avoir une étudiante qui devait intervenir ce soir en direct du Kurdistan. Ça ne s'est pas fait pour des questions, on va dire, logistiques. Juste peut-être dans ton sillage à l'époque, il y avait combien d'étudiants qui sont repartis au Kurdistan? Tu as une idée de ça ou... Après avoir fini les études, hein, je pense que la majorité, moi je dis 90% des étudiants sont retournés. Hein. Peut-être que 10% des gens qui ne sont pas retournés dans le groupe, enfin dans les 78 personnes avec qui je suis venu. Oui. Et donc, ils sont tous, ils ont des positions là-bas. Il y en a qui sont des bonnes positions, d'autres qui travaillent normalement, mais
ceux qui sont rentrés, ils ont réussi aussi là-bas à continuer leur vie normalement, quoi. Bon, tu n'es pas à plaindre en France, ça se passe bien pour toi. Ah, non, non, ça se passe super bien. Bon, c'est parfait. Je te remercie en tout cas pour ta présentation. Je vais passer du côté de chez Campus France et peut-être chez Raphaël et Serena. Pouvez-vous vous présenter vous-même vos positions et puis le rôle de Campus dans l'accueil des étudiants, comment ça se passe peut-être? Très bien. Donc je vais commencer. Donc je suis Raphaël Allier, responsable adjointe du service Afrique du Nord Moyen-Orient. Donc tous les pays du Moyen-Orient sont couverts par notre service, ainsi que les pays du Maghreb. Et depuis à peu près 2012, nous gérons des étudiants kurdes d'Irak. En particulier, Serena les suit de très près. Nous avons une activité de mobilité, de gestion des étudiants qui sont bénéficiaires d'une bourse. Nous les suivons dans leur apprentissage dans leur apprentissage du français dans différents centres de langue, et ensuite nous les suivons dans leur cursus académique. Donc, en particulier, Serena les suit attentivement, et nous les aidons également dans leur démarche administrative lorsqu'ils arrivent en France. On sait que la partie administrative n'est pas la plus facile, et nous essayons de les aider dans leur démarche. Et donc, Serena les connaît très bien et en étroit contact avec eux. Depuis à peu près 8 ans, on a pu accueillir une centaine d'étudiants kurdes avec lesquels on tisse, en particulier Serena tisse des liens étroits, et qui sont généralement de très bons étudiants, qui sont très impliqués et qui justifient d'un niveau de français très satisfaisant au terme de leur année d'apprentissage en France. Ça, c'est un point à souligner, et nous constatons donc l'excellent niveau de français de Rawaz. Voilà, je vais laisser Serena compléter cette présentation, et en tout cas, on est ravis et on remercie Rewan de nous avoir conviés à ce webinaire. Voilà, on est ravis d'y participer. On sera ravis de répondre à vos questions dans un deuxième temps. Donc, oui, je suis Serena Aline. Je suis donc la référente du service Afrique du Nord Moyen-Orient. J'ai commencé à gérer le programme kurde en 2012 avec Madame Paulet à l'époque. Et effectivement, ils étaient une centaine, comme l'a dit Raphaël. Raphaël qui a à peu près tout raconté. Pardon. Anecdotes et de choses intéressantes à nous raconter, je pense. Après, ouais. Et non, mais c'est vrai, je la rejoins. C'est vrai que ce sont des étudiants qui sont assez surprenants dans leur capacité d'adaptation, d'apprentissage d'une nouvelle langue. Honnêtement, j'ai rarement vu, enfin, il y a très, très peu de programmes, sur tous les programmes qu'on gère, j'ai rarement vu un taux aussi élevé de réussite. Oui. Linguistique et académique, je trouve que les Kurdes sont assez épatants. C'est flatteur pour Rawaz en tout cas. C'est très gentil, merci. Non, mais c'est vrai, vraiment. On y reviendra quoi qu'il en soit. Et je me tourne enfin vers Elulu Tourny, qui est chargé de mission Moyen-Orient à la région Île-de-France. Donc, Elulu, je vous propose de vous présenter votre mission, votre poste, peut-être des équivalences ailleurs, des choses que vous avez faites, avant de revenir ensemble sur le partenariat Île-de-France, région du Kurdistan. Très bien. Mais d'abord, je tiens à vous remercier, à remercier les organisateurs du webinaire, la représentation du GRK en France, en particulier Rewan Hussein de nous avoir invités, de nous donner l'opportunité de participer à ce webinaire. Merci beaucoup à Campus France, à Rawaz également, c'est très intéressant. Très heureux de pouvoir participer à ces échanges, d'autant que dans ce contexte qui est quand même particulièrement contraint, c'est toujours rafraîchissant et même vital, je pense, de pouvoir se concentrer sur des horizons plus doux, de maintenir le cap. Et je pense que c'est d'autant plus pertinent lorsqu'on va parler de la coopération entre la région Île-de-France et le gouvernement régional du Kurdistan, puisque, comme vous l'avez dit, cette coopération, elle est récente, elle est naissante, elle a été impulsée dans le contexte de crise, il y a tout juste un an.
Il y a eu d'autres éléments qui l'ont nourri, mais encore une fois, c'était une autre crise, pas régionale cette fois, mais mondiale, la crise sanitaire. Et je pense que, comme vous l'avez dit, il faut également maintenir le cap, avoir un horizon et pouvoir développer des projets qui s'inscrivent plus sur le long terme dans le cadre d'une coopération qu'on appelle la coopération décentralisée. Donc, je vous parlerai peut-être de ça, principalement. Également, peut-être très rapidement vous rappeler, comme vous voulez, hein, Rewan, peut-être faire un tout petit point sur, d'un point de vue en fait d'une collectivité territoriale, pour voilà vraiment marquer la complémentarité de mes propos avec Campus France, qui ont une vraie expertise dans le domaine de la mobilité étudiante. La région, en tant que collectivité, est le chef de file de l'innovation, de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis 2015 avec la loi NOTRe. Et à ce titre, elle est tenue d'élaborer des schémas régionaux de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ce qu'on appelle le SRESRI, c'est pas très facile à prononcer. Et donc, l'exécutif actuel a effectué un premier SRESRI qui est valable de 2017 à 2021, qui est consultable sur le site de la région Île-de-France. Et vous verrez que sur le volet de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'objectif principal, un des objectifs en tout cas, c'est de favoriser l'attractivité, de faire de la région une référence mondiale en matière de sciences, de technologie, d'enseignement. Et pour attirer donc les meilleurs étudiants, la région se dote de moyens. Elle met en place des bourses pour des étudiants, pour des chercheurs principalement, et également elle met en place des moyens importants pour améliorer les conditions d'accueil des étudiants étrangers en Île-de-France. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure de manière un peu plus détaillée, et s'il y a des questions spécifiques, je pourrais aussi réorienter vers mes collègues qui sont véritablement en charge de ces services-là. Mais voilà, il y a un service qui s'appelle Access, qui est financé par la région Île-de-France, qui dispose de 4 sites en région Île-de-France pour les étudiants internationaux. Et il s'agit en fait de faciliter leur arrivée en France à travers, Rawaz en a parlé tout à l'heure, des cours de français, mais également des facilités administratives, donc pour obtenir un titre de séjour, des inscriptions dans les administrations, que sais-je. Et il y a également des facilités de logement avec la Maison Île-de-France qui a été bâtie dernièrement sur le campus de la Cité internationale de Paris. Voilà pour les éléments, on va dire, propres à une compétence régionale. Et peut-être que dans un second temps, je pourrais vous parler d'un aspect qui est plus de mon expertise, de mon quotidien, qui est la coopération décentralisée, où là, sur le volet universitaire, il peut y avoir également des projets très ambitieux qui sont menés, mais sur une logique peut-être un petit peu différente qu'une logique d'un point de vue d'une collectivité territoriale, puisque là, il s'agit vraiment d'un co-développement entre les deux partenaires sur une approche assez long terme. Je vais y venir justement, j'aurai une question dans ce sens, ça sera dans un second temps. Je vais y venir. Pour repartir vers notre exemple du soir, qui est l'exemple de Rawas, j'aimerais peut-être, Rawas, que tu nous racontes, à ton arrivée, comment est-ce que tu as été prise en charge? C'est-à-dire parce qu'on sait que la question de la langue est importante, on sait qu'à l'époque, Campus France n'était pas forcément là. Tu t'es senti, toi, en tant qu'étudiant kurde, qui peut-être n'était très peu sorti à l'époque du Kurdistan, comment est-ce que tu t'es senti? Comment tu as perçu la prise en charge? Et puis, quel était ton regard global sur la France, sur la société? Comment ça s'est passé pour toi? Quand je suis arrivé en France, bien évidemment, je ne parlais même pas un mot en français. Et donc, on était accueillis par Monsieur Delamarie, Ali Delamarie, le représentant du gouvernement actuel, et qui a eu la gentillesse de venir nous chercher à l'aéroport parce qu'on vraiment, on ne savait pas comment faire. Hein. Et je pense qu'il y avait aussi un petit manque d'orientation. Enfin, on ne nous avait pas bien expliqué qu'est-ce qu'il faut faire. On nous a juste dit, ne vous inquiétez pas, il y aura quelqu'un à l'aéroport à venir vous chercher. Et donc, quand on est arrivé, il y avait M. Delamarie qui nous attendait à l'aéroport. Je me rappelle, là, on est À arrivé. l'époque, tu étais en charge des étudiants.
Et donc, il nous a accompagnés. On est allé à Grenoble. Donc, c'était comme ça notre arrivée. Et puisque on ne parlait pas la langue, on ne connaissait pas la culture française et tout ça, donc on avait un petit choc culturel qui nous a posé quand même quelques petits soucis, mais on s'est vite adapté avec cette nouvelle culture parce que on avait envie d'apprendre. On était là pour quelque chose. Donc, on voulait à tout prix finaliser, arriver à l'objectif qu'on avait mis au départ. Donc, tout ça, on a travaillé sur nous-mêmes et on a pu réussir à dépasser tout ça. Mais ce n'était pas facile. Hein. C'est sûr, c'était un truc vraiment spécial. Bien évidemment, il y avait quelques étudiants qui sont retournés au Kurdistan parce que voilà, ils se sont rendus compte que c'était pas si facile que ça. Donc, mais ça, c'était juste une petite partie des gens qui sont retournés. C'est tout à fait normal, hein, un petit pourcentage sur 78 personnes, ça me paraît tout à fait normal. Donc, c'est des gens qui ont abandonné en cours de route parce que peut-être que dans cette première vague, je pense que le fait qu'on ne nous avait pas bien expliqué les choses, peut-être si on avait ces explications, eux, ils ne venaient pas. Donc, une fois ils sont rendus sur place, ils ont vu comment ça fonctionne, ils ont vu que c'était pas pour eux ces genres de programmes. Donc, il y a quand même des différences culturelles assez importantes. Donc, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui arrive comme ça en France de s'adapter tout de suite à une situation tout à fait différente. Maintenant, au Kurdistan irakien, je suis très content parce que ça s'évolue très, très vite. Hein. Mais à l'époque, on n'avait pas de carte bancaire, on n'avait pas d'assurance, enfin, il n'y avait rien. Donc, on ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Au niveau administratif, on a eu pas mal de problèmes parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui arrive en France, normalement, ils savent. Hein. Maintenant, il y a des documents sur Internet, il y a un tas de documents qu'on peut lire pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire à notre arrivée, tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, il fallait que quelqu'un nous explique. Donc, cet quelqu'un, c'était heureusement M. Delamarie qui était là bien avant nous et qui a eu déjà pas mal d'expérience. Et lui-même, il a fait à peu près le même chemin que nous avons suivi. Donc, il nous a expliqué autant que possible ce qu'il faut faire, mais le reste, on l'a découvert par nous-mêmes. Et donc, il y avait des petits soucis. Oui, parce que c'était vraiment la première, on va dire, vague étudiante, la première fournée, entre guillemets, qui arrivait, que c'était pas encore très bien huilé la mécanique. C'était pas tout à fait ça. Voilà. C'est peut-être ça qui a poussé à la nécessité d'une collaboration avec Campus France derrière aussi. Je pense que l'idée, c'était que les étudiants bénéficiaient de l'accompagnement Campus France. Donc, pour le coup, je lance nos amis de chez Campus. Comment s'est passée votre première prise en main d'étudiant? Je sais que c'était un peu compliqué. Comment, Serena, toi qui à l'époque était, Raphaël peut-être arrivé un peu plus tard. Enfin, comment est-ce que ça s'est passé? La prise en main du programme, au début, oui, c'était un peu compliqué parce qu'effectivement, il y a la majorité des étudiants avaient du mal à comprendre le système de fonctionnement. Même si avant leur arrivée, ce qui est normal, hein, même si avant leur arrivée, ils avaient reçu un document qu'on appelle le Pass Campus France, où on essaie d'expliquer, en tout cas de résumer les points les plus importants qui pourraient les aider au cours de leur séjour. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils arrivaient, non seulement il y avait le choc culturel, mais il y avait aussi ce problème avec l'administration française qui était assez lourd pour eux. Et je me souviens que j'en voyais parfois tous les jours qui venaient me voir à Campus France parce qu'ils étaient vraiment perdus. Donc, j'ai essayé d'être là le plus possible, mais c'est vrai que c'était très, très compliqué parfois pour eux. Mais la plupart ont tenu et se sont accrochés. Je ne me souviens pas vraiment qu'il y ait beaucoup d'abandon. Ouais, d'abandon, il me semble
pas, ou peut-être un ou deux, mais il n'y en a pas eu beaucoup. La plupart se sont accrochés jusqu'au bout, et même si c'est vrai qu'au début, c'était pas évident. Il y a quand même une question qui est primordiale dans la question des échanges étudiants, c'est la langue. La langue, finalement, c'est la base sur laquelle on s'appuie pour communiquer, pour se construire son identité, se construire en tant que personne dans un nouveau pays dans lequel on s'installe. Peut-être, là, ça serait une question que je poserais à vous trois. Rawas, toi, en tant qu'étudiant et en vécu cette situation, vous, en tant qu'accompagnement, et lui, peut-être en tant que futur partenaire ou qui pourra développer des projets, quelle serait, selon vous, selon chacun de vous, peut-être la meilleure manière d'amener ces étudiants à assimiler la langue française dans les meilleures conditions? Certains pourront parler de famille d'accueil, d'autres pourront parler de centre intensif. Quels sont vos points de vue là-dessus, à vous trois, et les idées que vous avez dessus? Moi, je pense en fait que la meilleure solution serait qu'ils puissent suivre des cours avant leur arrivée en France, pour avoir un minimum, je ne sais pas, au minimum un niveau A1, on va dire. Ils arrivent qu'ils aient... Est-ce que c'était le cas avant ou Non. Non, la plupart, c'était vraiment débutants. Donc oui, qu'ils aient un petit niveau de français, qu'ils arrivent et qu'ils soient effectivement, on va dire, au moins 3 à 6 mois en famille d'accueil. Et là, vraiment, je pense que ce serait vraiment la meilleure formule pour qu'ils puissent non seulement assimiler la langue française rapidement, et se sentir eux aussi mieux, je pense, s'adapter peut-être plus rapidement aussi, être entouré de Français. Mais il peut y avoir ce côté choc culturel aussi dans la famille d'accueil, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les mêmes modes de vie, ce n'est pas les mêmes habitudes, je ne sais pas. Au moins, ils sont entourés. Enfin, je veux dire, ils ont quelqu'un en face, ils peuvent communiquer, même si ce n'est pas... Pour le coup, si on pose la question à Rawas, si toi, on t'avait mis dans une famille d'accueil quand tu étais arrivé en France, est-ce que tu pensais que ça aurait favorisé ton intégration en France ou... Bon, moi, personnellement, je suis d'avis de suivre des cours intensifs. D'accord. En suivant les cours intensifs, on apprend quand même pas mal de choses, à la fois sur la France et en ce qui concerne la langue française. Donc, je pense que c'est une manière un peu plus progressive de s'intégrer. Je pense que si on nous met directement dans une famille d'accueil, je pense qu'il y aura le choc, ça va être un peu plus marquant. Donc, personnellement, je pense comme ça. Après, je peux peut-être je me trompe, hein, mais du coup, pour moi, ce qui est important, c'est la durée des cours intensifs. Personnellement, j'ai suivi que 7 mois de cours intensifs. Et dans les 7 mois, il y avait plein de jours où je devais courir derrière les papiers pour régler des problèmes administratifs, tout ça. Donc, pour ma part, je juge la durée sur laquelle j'ai suivi les cours intensifs n'était pas suffisant. Donc, je pense que ça serait très intéressant de donner des cours au moins pendant 1 an et demi aux étudiants qui arrivent en France. Surtout que nous sommes, si vous voulez, un pays anglophone. On n'a pas la France, enfin le français, personne n'en parle au Kurdistan, donc c'est un peu difficile pour un Kurde d'apprendre une langue. C'est pas une langue qui est proche de notre langue qu'on peut facilement apprendre. C'est une belle langue, mais ça reste quand même un peu difficile d'apprendre la langue française. Donc, je pense que la durée des cours intensifs est très importante. Il faut au moins 1 an de cours intensifs, voire 1 an et demi ou 2 ans, si vous voulez que quelqu'un parle bien. Et nous, à l'époque, on avait cette petite période de cours intensifs. On a quand même réussi parce qu'on savait qu'on n'avait pas le choix. C'était ça l'objectif. Nous, on savait qu'il y avait avec nous, il y avait des étudiants qui étaient là depuis 6 mois. Ils étaient encore au niveau AA, tout ça, parce qu'ils prenaient leur temps. Oui. On savait qu'on n'avait pas tout ça, cette privilégié de prendre notre temps, tout ça. Donc, on était courait derrière les cours, tout ça. Donc, on était obligé d'apprendre. Mais je pense qu'une durée d'1 année complète de cours intensifs, ça me paraît, au minimum, ça me paraît nécessaire pour n'importe quel étudiant kurde qui vient en France.
Du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Une année minimum d'une année entière en Une année langue. scolaire. Voilà, ça serait donc une année avant l'université. Et là, je me tourne peut-être vers Élie Tourny. Est-ce qu'il existe des structures de langue et des structures qui soient gérées par la région Île-de-France réservées à des étudiants étrangers? Est-ce que ce genre de choses sont mises en place ou pas encore, ou des équivalents peut-être? Vous voulez dire des structures en Île-de-France qui permettent d'accueillir des étrangers pour des cours de français? Qui dépendent de la région, oui, qui dépendent de la région. Il n'y a pas ce genre de… À ma connaissance, non, mais je ne suis pas expert en la question. La région fait beaucoup de choses. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment des enseignements dispensés toute l'année de manière intensive sur des langues. Je sais qu'il y a une action assez importante sur les langues de la région Île-de-France, peut-être plus destinée au public résident en Île-de-France, notamment les jeunes. Alors là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire ce ne serait pas des cours de français, mais plutôt des cours d'anglais. Euh, donc, à ma connaissance, non, je ne crois pas. Par contre, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit d'abord par Serena sur le fait que un voyage en France, une mobilité, ça se prépare. Et je pense que l'Institut français d'Irak dispose de nombreux instituts, dont un très beau à Erbil, qui dispense des cours de français, qui sont peut-être une très bonne base pour ensuite venir en France. Et effectivement, une fois en France, je pense, moi c'est mon avis personnel, mais je pense que rien ne vaut l'immersion pour véritablement s'approprier la langue française. Alors, quand on dit immersion, effectivement, le risque, c'est qu'il y ait un choc un petit peu trop grand. Rawaz en parlait très justement. Et c'est là où peut-être il y a un équilibre à trouver entre immersion et aussi garder un lien avec ses pairs, avec d'autres étudiants, qu'ils soient kurdes ou d'autres nationalités en mobilité en France. Et je voulais simplement rajouter que parmi les services proposés par le programme Access, il y a tout un programme de mise en réseau de différents étudiants internationaux et d'animation justement de ce réseau-là pour que les étudiants, même si ils sont là pour apprendre le français, comprendre le français et également étudier en France, puissent également se retrouver avec leurs pairs pour échanger, partager sur les problèmes auxquels ils peuvent faire face. Pour se sentir isolé peut-être. Tout à fait. D'accord, bien sûr, bien sûr. Je me tourne vers Raphaël. Vous qui avez vu arriver un certain nombre d'étudiants kurdes en France, comment est-ce que vous les avez dispatchés en matière de langue, en matière d'apprentissage de la langue? Est-ce que vous avez la main là-dessus ou bien c'était pas votre métier, c'était pas votre domaine? Alors, au fil du temps, on a acquis une petite expertise qui peut évoluer avec les années parce qu'en fonction des centres, il peut y avoir des différences. On travaille très bien avec tous les centres de langue, notamment universitaires. Vous avez parlé du QF, on travaille avec eux, mais on travaille avec d'autres centres également. Et c'est vrai que voilà, notamment l'Institut kurde de Paris a des préconisations, mais on peut les orienter aussi vers d'autres centres. Et on parlait des cours de langue qui étaient dispensés en Île-de-France, les universités en général. Donc, je pense à la Sorbonne, je pense à Paris 7 qui vient de changer de nom, ont des cours de langue dans les universités, et ce tout au long de l'année. Ça peut commencer en septembre pour se terminer en août, donc ça fait quasiment une année complète, et c'est vrai, Rewaz a parlé de cours intensifs. En tout cas, nous, on pense qu'un minimum de 20 heures par semaine est souhaitable. Voilà, et c'est vrai que enfin voilà, il y a des préconisations de votre part, de la part du GRK aussi, mais nous, enfin voilà, on peut vous recommander, mais on n'a pas de préférence pour des centres de langue. On s'intéresse aussi au coût, hein, parce que ça, c'est aussi un aspect important. Et vraiment, on insiste beaucoup aussi, nous, sur la famille d'accueil. On a parlé de l'immersion, de l'acculturation, mais la famille d'accueil, pour nous, c'est un point très important.
qui participent à l'apprentissage de l'étudiant et à son épanouissement. Mais après, je peux comprendre que selon Voilà. l'âge de l'étudiant, Oui, qu'on sente mal à l'aise d'être dans une famille d'accueil. Et voilà, donc ça, je peux l'entendre. Mais c'est vrai que les cours plus la famille d'accueil, pour moi, c'est la formule idéale. Et un petit niveau de français avant de venir. Oui, c'est important, c'est important. Enfin, on voit que même peut-être sans niveau de français, certains ont surmonté les difficultés, mais l'idée, c'est pas non plus les faire souffrir pour les prochaines arrivées. On est là voilà. Tout à fait. La famille d'accueil, voilà, c'est une recommandation, mais ça n'est pas une obligation et on peut absolument comprendre que ça soit un choix aussi lorsque l'étudiant, comme le disait Serena, a un niveau master à 23-24 ans, peut-être qu'il souhaite voilà, habiter dans un logement privé et ça peut tout à fait se justifier. Et Louis parlait des contacts avec d'autres étudiants internationaux et ça, c'est très important, notamment avec le dispositif Access qui est très efficace et bien connu. Pour le coup, peut-être avant de rebondir parce que vous m'avez lancé sur ma deuxième phase de question, avec le logement, parce qu'au-delà de la langue, le logement est très important pour un étudiant. Et peut-être qu'avec Serena, on verra qu'il y a eu des problèmes, voilà, ça peut créer un certain nombre de frustrations aussi. Avant d'aborder ce sujet-là, peut-être pour nous dire, au niveau de Campus France, qu'est-ce que vous faites pour les accompagner dans l'administratif? Quelles sont les tâches, dans quel type de tâches vous les accompagnez, ces étudiants, quand ils arrivent? Alors, ça dépend. On les accompagne On les pour tout ce qui est carte de séjour. Voilà, démarches administratives lors de l'arrivée en France, ouverture du compte bancaire. Ça dépend. Ça, c'est à leur demande. Vraiment, s'ils ont besoin d'aide, on peut les aider là-dessus. On les aide aussi au niveau de tout ce qui est assurance médicale. Donc, ils sont couverts par Campus France. Parce que ça peut être un casse-tête. Ça peut être un casse-tête, ce système de mutuelle, l'assurance, c'est un peu compliqué. Voilà. Ils sont couverts par Campus France durant 4 mois. D'accord, très bien. Le temps de leur laisser voilà, le temps d'effectuer leur démarche auprès de la sécurité sociale. Après c'est assez varié parce que certains étudiants se débrouillent, sont assez autonomes et se débrouillent assez rapidement seuls. Et il y en a d'autres qui ont besoin de plus de soutien et ça peut être des choses aussi inattendues que, je ne sais pas, ils veulent participer à un spectacle ou il y a plein de choses, ou le placement à l'université. Oui, c'est un aspect important. Voilà, c'est assez large en fait. Leur nounou, en fait. Vous êtes un peu leur nounou. Et si je comprends bien, c'est… De temps en temps, oui, ça peut aller jusque-là. Mais c'est vrai que de façon générale, mais peut-être Serena corrigera, les étudiants kurdes d'Irak sont quand même assez débrouillards. Enfin, voilà, ils sont pas trop… on ne va pas les comparer à d'autres nationalités, on veut pas, mais voilà, en tout cas, ils sont assez débrouillards et assez volontaires quand même. Hein. Enfin voilà, c'est quand même une constante qu'on peut remarquer et relever. Et résilient. Ouais. Donc voilà. Mais oui. Allez. Peut-être, du coup, pour partir sur ma deuxième question qui est importante, la question du logement. Avant d'interroger Louis là-dessus et ce qui peut être fait au niveau de la région Île-de-France, je vais me tourner d'abord vers Awaz pour dire, pour toi, comment est-ce que ça s'est passé quand tu es arrivé en France, la question du logement? Alors, donc, quand on est arrivé, on nous avait mis on nous avait donné des studios, une petite chambre, on va dire, pas un studio, de 9 mètres carrés. Pour nous, c'était un choc parce qu'on vient tous de familles où à la maison, on a 200 mètres carrés. Le minimum, c'est 100 mètres carrés. Donc, on s'est retrouvé avec un logement de 9 mètres carrés. Donc, c'est vrai, c'est peut-être une bêtise qu'on a fait, mais on a tous refusé d'aller dedans parce que c'était vraiment, c'était pas bien pour nous, quoi. D'accord. Et donc, on a passé une nuit à l'hôtel. Donc, après, M. Delamarie a pris contact avec Crous et après, ils nous ont donné des logements un peu plus grands, 12 mètres carrés, 16 mètres carrés, des logements comme ça. Studio de 12 mètres carrés, de 16 mètres carrés, mais on avait un petit studio, quoi.
Mais je sais que la plupart du temps, chez les étudiants, surtout qui viennent du Moyen-Orient, la question des sanitaires est un petit peu compliquée quand les sanitaires sont pas. Je sais que ça peut poser des. Voilà, enfin, du fait de partager des toilettes et des douches avec les autres, c'était un choc pour nous. On ne pouvait pas, enfin, c'était un truc où on n'avait jamais fait, donc c'était difficile. Et du fait qu'on était un groupe, bah, on s'est dit que bah, finalement, c'est pas possible pour nous. On préfère de rentrer que de faire ça. Et finalement, Crous était compréhensible et ils nous ont trouvé une solution. Dans les studios, on partageait uniquement la cuisine. Enfin, c'était un studio où on avait des douches, des toilettes, des dents, mais la cuisine, on partageait. Bon, on s'est dit, OK, il n'y a pas de problème. Et à Grenoble, c'était difficile de trouver des studios, surtout qu'on est arrivé fin septembre. C'était pas évident. L'année scolaire avait commencé, donc il n'y avait plus de logements disponibles. On ne pouvait pas choisir comme on voulait, quoi. Donc c'était aussi, enfin, je comprends aussi la question. Donc c'était un peu. Mais maintenant que tu connais mieux le contexte français, tu sais qu'il y a une crise à ce niveau-là des logements étudiants, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que c'était pas dirigé. Parfois, les étudiants ont du mal à trouver des logements, quelle que soit l'origine de l'étudiant, qu'il soit français ou non. En France, c'est un petit peu. Il y a eu des efforts qui ont été faits dans ce sens, mais dans certaines régions, ça peut être compliqué. Donc, vous avez compris que ce n'était pas spécialement dirigé contre vous. Oui, bien sûr. Mais le plus important, moi, je pense que le plus important, maintenant, c'est Campus France qui gère les étudiants kurdes. Le plus important, c'est de les informer, de dire comment ça se passe. C'est très important d'expliquer, ou peut-être aussi KRG, qui diffuse des documents en kurde, qui explique toute cette procédure, dire, voilà, si vous allez en France, ça se passe comme ça, vous aurez un logement comme ça, vous aurez tel papier à faire durant l'apprentissage de la langue. Enfin, toute liste, un checklist à donner aux élèves, d'expliquer et de les montrer les bons exemples qui ont réussi, de dire, voilà, les étudiants qui ont réussi, ils ont suivi ce chemin, et si vous suivez ce genre de chemin, bah, vous allez réussir. Sinon, c'est à vous de prendre la responsabilité. Et je pense qu'à partir du moment où tout est bien expliqué, tout est bien communiqué, je pense que les étudiants, avant de venir en France, déjà, ils prennent dans leur tête une décision. Est-ce qu'ils vont venir en France ou pas? S'ils viennent en France, je pense que le choc culturel, enfin, le choc culturel et les problèmes administratifs, ils vont être beaucoup moins, ça va s'alléger, quoi. Je pense que ça serait une très bonne chose de très bien communiquer avec les élèves afin de réduire cette choc qu'ils vont avoir à leur arrivée. Très bien, merci. Du coup, je me tourne vers Élie Louis. Au niveau de la région Île-de-France, vous nous avez parlé d'un certain nombre de logements qui sont mis à disposition à des étudiants étrangers à site universitaire, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment ça se passe, dans quel cadre? Oui, alors c'est pas des logements de 100 mètres carrés malheureusement, mais c'est quand même un bâtiment assez important. C'est un bâtiment de 5205 mètres carrés. Donc voilà, qui a été construit il y a 3 ans, je crois, de mémoire, au sein de la Cité internationale universitaire de Paris, et dont 50% des chambres de la maison sont réservées pour des publics accueillis dans le cadre des programmes financés par la région. Donc c'était les programmes que j'ai évoqués tout à l'heure, qui visent principalement effectivement les doctorants ou post-doctorants. D'accord. Ensuite, vous avez d'autres dispositifs qui sont là pour l'accueil au niveau de l'habitat. J'ai parlé du dispositif Access. En fait, Access est mis en œuvre par des opérateurs partenaires, dont l'un d'eux est Science Accueil. Et Science Accueil a un des domaines d'action qui est l'habitat, avec plus de 2500 personnes accompagnées et un réseau de 500 propriétaires qui adhèrent chaque année à leur programme. Et donc là, il y a des mises en relation entre propriétaires et étudiants pour trouver des logements adaptés. C'est la région qui se porte garant, parce que souvent, je sais que pour réserver un logement, il faut un garant. Dans ces cas-là, est-ce que c'est la région qui se porte garant? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, pour la question de la maison de la région Île-de-France,
au sein de la CIUIP, tout est pris en charge, donc il n'y a pas de problème de garant puisque c'est vraiment un logement géré à travers la région Île-de-France. Pour ce qui est de Sciences Accueil, je ne saurais pas répondre à cette question. Peut-être que Campus France connaît ça mieux que moi. Je sais pas. Alors, pour Sciences Accueil, on n'a pas la réponse immédiatement à votre question. Campus France peut se porter garant par visa En fait, Campus France a un service hébergement et c'est ce service-là qui gère tout ce qui a trait à l'hébergement. Au niveau des garants, pour tous les étudiants qui vont au Crous et qui ont moins de 28 ans, on leur demande de faire un Visal. Donc ça, c'est en ligne. Et sans le Visal, ils n'auront pas accès à leur hébergement. Autrement, tout ce qui est Sciences Accueil, on n'a aucun contact avec eux. Non, on ne connaît pas du tout, on ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est vraiment, Campus France, c'est vraiment un fonctionnement à part avec le Crous et d'autres prestataires privés, mais Sciences Accueil, non, pas pour le moment. Mais c'est pas mal, c'est une bonne idée. Oui, effectivement. Vous disiez, Élie Louis, que ça concernait surtout des doctorants et des post-doctorants, c'est ça? Tout à fait, oui. D'accord. Oui, effectivement, en fait, les programmes de bourse à la mobilité pour des mobilités entrantes visent principalement les doctorants et post-doctorants. Alors, il y a différents programmes qui peuvent être détaillés. Il y en a un qui s'appelle donc Paris Region PhD, qui est ouvert à toutes les disciplines, hein, mais avec une spécificité où il doit y avoir une composante sur le numérique. Il y a un programme qui s'appelle Paris Region Fellowship et un autre qui est dans le cadre aussi des domaines d'intérêt majeurs de la région Île-de-France. Et ça, c'est en fait 13 domaines d'intérêt majeurs sur la recherche qui sont identifiés par la région Île-de-France, donc en fonction de ses priorités en termes de développement économique ou en termes de problématiques sociales, environnementales qu'elle souhaite adresser. Elle définit des domaines d'intérêt majeurs. Et ensuite, dans le cadre de ces domaines d'intérêt majeurs, il peut y avoir des bourses de mobilité pour des chercheurs notamment, qui viendraient en Île-de-France pour justement contribuer à ces efforts de recherche-là, qui sont encore une fois très ciblés dans 13 domaines spécifiques. Voilà. Alors moi, je voulais juste rajouter, merci beaucoup pour cette précision. J'avais quelque chose à rajouter qui peut aussi intéresser les étudiants. Sur le site de Campus France, nous avons un moteur de recherche sur les bourses que les régions, donc les collectivités locales, donc en l'occurrence le Conseil régional d'Île-de-France, ça peut être également des entreprises, cela peut être donc des ambassades aussi, donc Erbil, enfin voilà, le consulat général de France à Erbil peut être concerné, des bourses que nous pouvons, que les étudiants peuvent avoir. Donc, par exemple, les bourses que vous avez citées, Élie Louis, peuvent être répertoriées sur le site. Donc, c'est le moteur de recherche qui s'appelle Campus Bourse. Vous cliquez sur le site de Campus France et ce moteur de recherche est mis à jour régulièrement et vous cliquez, vous recherchez par mots-clés, donc ça peut être Conseil régional d'Île-de-France, cela peut être d'autres collectivités, mais en l'occurrence, très certainement, ces bourses peuvent être répertoriées sur le site de Campus France. Ça peut être un outil intéressant pour les étudiants qui veulent étudier en France, voilà, pour tous les étudiants internationaux. Effectivement. C'est intéressant. Pour rebondir sur le sujet des vers Rawaz, est-ce que ça s'est passé pour toi? Comment je suppose que tu as une entrée financière. Au niveau des bourses, comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Qui prenait en charge tes bourses et comment elles étaient, comment ça se passait? Alors, en 2009, quand on est arrivé, chaque étudiant recevait une bourse de 950 €. D'accord. Tu étais payé par mensuel et le reste, la sécurité sociale, les inscriptions, tout ça, c'était pris en charge par Crous. D'accord.
La bourse de 150 € a été versée par le gouvernement français ou par le gouvernement C'était versé par le gouvernement français, kurde. kurde? Ouais. Ouais, ouais, C'était d'accord. un contrat que je pense que l'argent a été donné à l'avance. Oui. Tous les frais nous concernant a été viré vers la France et puis particulièrement à Crous. C'est ça. Non, pour que, Donné- pour comprenne- voilà. Non, non, c'est juste pour qu'on comprenne bien, parce que c'est vrai qu'on peut penser que les bourses peuvent être d'origine diverse, mais là, dans le cas des étudiants kurdes, et vous me dites si je me trompe, mais théoriquement, je ne me trompe pas, les bourses étaient versées par le gouvernement du Kurdistan, elles étaient données à Campus France, ensuite Campus France les dispatchait, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle je suis resté en France, parce que, me concernant, il y avait une partie d'argent qui a été donnée pour l'apprentissage de la langue. Ensuite, 2 années de bourse pour faire un master. Or, j'ai fini mon master en une année, et donc il y avait une année qui a été payée et que je voulais en profiter. Donc, j'ai continué mes études. J'ai commencé une thèse et j'ai fini comme ça. Donc, c'était une des raisons pour laquelle je suis resté en France. Et puis, après la thèse, voilà, j'ai eu l'opportunité de rester. Donc, j'ai profité de cette opportunité pour rester. Bien sûr. Du coup, à ce niveau-là, est-ce que ça n'a pas été compliqué pour toi de convertir ton titre de séjour étudiant en titre de séjour travailleur? Est-ce qu'il y avait des complications? Enfin, comment ça s'est passé? Parce que ça peut poser problème aussi. Alors, je pense personnellement, je ne suis pas très sûr de cette information, mais après, une fois on finit les études, on a, je pense, une durée de 6 mois pour trouver un boulot. Et si on trouve un boulot, ça nous permet de changer notre titre de séjour. Sinon, il faut quitter la France. Je ne suis pas sûr de la durée. Hein. Peut-être vous pouvez me… Ça a changé, c'est 12 mois maintenant. Vous avez 12 mois. C'est 12 mois. Bon, à mon époque, c'était 6 mois. Donc, je connaissais des camarades qui étaient stressés à trouver de boulot. Bon, ouais. Donc maintenant, c'est 12 mois. Donc, durant ces 12 mois, il faut trouver de boulot. Et si on a une promesse d'embauche ou un boulot trouvé, on peut facilement changer notre titre de séjour étudiant vers travailleur ou chercheur. Maintenant, il y en a plusieurs types de titres de séjour. Moi, j'ai profité de ça. Après la thèse, j'ai eu un contrat avec l'école qui m'a permis de changer mon titre de séjour étudiant vers scientifique. D'accord. Ah d'accord, c'est un titre scientifique. Mais je sais que pour beaucoup de gens, c'est un problème parce que si pendant cette durée de maintenant 12 mois, s'ils ne trouvent pas de boulot, il faut quitter la France. Et nous, personnellement, on avait un contrat et donc la plupart, ils sont rentrés parce qu'on était obligés. Il fallait qu'on rentre parce qu'on avait mis des garants, des obligations de rentrer. Donc, pour nous, en tant qu'étudiants kurdes, ça ne nous posait pas de problème de rentrer. Peut-être pour un autre étudiant qui aimerait rester en France, ça peut poser problème. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Juste, je reviens vers Campus France, parce qu'on parle beaucoup des étudiants, mais combien il y a eu d'étudiants kurdes qui sont arrivés sur ces dernières années et qui ont été gérés par Campus France? Est-ce que vous avez des datas à nous donner, des chiffres, Des chiffres exacts, on ne les a pas. Parce qu'il y avait beaucoup de… En fait, le programme est passé par des premières mains au début, donc il y a eu le CNUS, on a récupéré après. J'ai un collègue qui a pris le programme avant que moi je le reprenne, donc voilà. Et on n'a pas tous les chiffres, mais on sait qu'il y en a une bonne centaine. Ouais, c'est ça, une bonne centaine à peu près. Mais on n'a pas le chiffre exact, malheureusement. plus gros contingent, je pense. C'est l'un de nos plus gros contingents, oui, tout à fait. C'est l'un de nos plus grands, mais ce n'est pas le plus gros. D'accord, très bien. Je me tourne vers Élie Tourny, donc. On parlait en début de ce webinaire du partenariat qui a été voté en assemblée régionale l'année dernière, me semble-t-il,
et qui sera théoriquement signé courant l'année prochaine. Enfin, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut envisager en termes, sur le plan académique, en termes d'échanges étudiants entre la région du Kurdistan et la région Île-de-France? Qu'est-ce qui est faisable? Et peut-être nous donner des exemples, des équivalents que vous faites avec d'autres pays. Qu'est-ce qui peut se faire? Bien. D'abord, pour rappeler peut-être, pour faire une petite parenthèse sur l'esprit de la coopération décentralisée, qui est quand même assez différente d'une coopération universitaire classique entre deux universités. La coopération décentralisée donc, vise un partenariat entre deux collectivités partenaires. Là, en l'occurrence, c'est la région autonome, le gouvernement régional du Kurdistan et la région Île-de-France, sur une idée vraiment de co-développement, donc avec ce principe de réciprocité, d'enrichissement mutuel et de partage d'expertise. Partant de là, il n'y a pas très sincèrement de limite ni de modèle pour développer une telle coopération. Tout dépend en fait des besoins de chaque partenaire et également des expertises de chaque partenaire. Alors, pour vous donner une idée, par exemple, des types de projets qui sont menés dans le cadre d'une coopération décentralisée, et si on parle de la région Île-de-France, effectivement, beaucoup de projets de coopération décentralisée vont viser une expertise propre à la région Île-de-France, notamment celle de l'aménagement. C'est pas le sujet qui nous intéresse ici, mais voilà, juste pour vous donner une idée, ça peut être voilà, la région Île-de-France qui dispose d'une expérience et d'une expertise en aménagement à travers son organisme associé, l'Institut Paris Région, et va, avec son partenaire, définir des projets qui permettent de l'appuyer, mais aussi en retour d'enrichir également l'Institut Paris Région. Vraiment, j'insiste sur l'aspect réciprocité, puisque pour l'aspect universitaire, c'est également la règle lorsqu'on parle de programmes de coopération universitaire, c'est souvent d'appuyer des partenaires locaux, donc ça peut être des universités ou des agences universitaires, que sais-je. Tout dépend encore une fois du maillage local du partenaire et de son organisation. Donc d'appuyer ces universités-là pour faire émerger des partenariats, des projets avec des idées d'échange d'étudiants, d'enseignants, peut-être quelquefois des projets qui impliquent également des étudiants français qui partent à l'étranger, d'autres qui viennent. Vraiment, tout dépend, tout est possible. Peut-être pour vous donner un exemple très concret, sur le Moyen-Orient, un exemple très récent avec le Liban. Donc, comme vous le savez, le Liban est dans une situation très compliquée, à la fois économiquement, socialement et politiquement. En plus, il y a eu l'explosion du 4 août qui n'a rien amélioré. La région Île-de-France, dans ces conditions, a souhaité mettre en place une aide exceptionnelle à ses partenaires universitaires francophones, donc les deux universités emblématiques du Grand Beyrouth, puisque la coopération entre la région est menée avec la municipalité de Beyrouth. Donc, les acteurs sont très logiquement identifiés au sein de Beyrouth. Donc, deux universités francophones, l'USJ, Université Saint-Joseph, et l'ESA, École supérieure des affaires de Beyrouth, qui sont deux universités francophones dont le modèle principal repose sur des partenariats académiques avec des universités francophones et principalement françaises. C'est d'autant plus vrai pour l'ESA, puisque l'ESA est gérée par la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Et donc, la région Île-de-France a décidé d'attribuer des bourses exceptionnelles pour les étudiants donc libanais, inscrits au Liban, mais qui, dans pratiquement tous les cas, vont réaliser un échange universitaire en Europe et très probablement en France, étant donné la proximité de ces universités avec les universités françaises. Les échanges se font en France et ensuite l'étudiant retourne au Liban pour contribuer au développement de son pays. Ça, c'est un exemple de partenariat. Alors, c'est une mesure d'urgence qui a pour objectif de permettre à des étudiants en grande difficulté d'effectuer leur rentrée académique de 2020. Mais enfin, ça peut également être des projets plus structurants sur, par exemple, des domaines bien particuliers
Je sais que la région du Kurdistan a un réel enjeu sur les questions d'agriculture, qu'elle dispose d'instituts particulièrement renommés dans ce domaine-là. Donc ça peut aussi voilà, être sur des thématiques spécifiques avec de l'expertise spécifique qui arriverait dans un domaine universitaire. Donc c'est pourquoi voilà, c'est un peu difficile pour moi de répondre de manière très précise à votre question, puisqu'en réalité, tout dépend du besoin du partenaire et également des expertises qui peuvent enrichir les deux partenaires. Bien sûr. Alors, je lance une idée un petit peu comme ça, une idée en l'air. On pourrait éventuellement imaginer la création d'un centre de formation ou de perfectionnement au métier de l'humanitaire. Par exemple, la région du Kurdistan accueille actuellement 1,1 million de réfugiés et de déplacés internes au Kurdistan. Je sais que les gens sur place ont acquis une certaine expérience et un certain savoir-faire en matière d'accueil de ces réfugiés. On pourrait éventuellement penser à la création d'une telle école, un peu comme il en existe en France aussi, mais en partenariat avec la région Île-de-France. Tout est faisable en réalité si on s'accorde pour le faire. Absolument. Et là, d'ailleurs, avec votre exemple, on voit bien qu'il ne s'agit pas simplement d'une expertise qui serait française et qui irait de manière descendante vers son partenaire, mais là, pour le coup, il s'agirait effectivement d'une expertise qu'a développé le Kurdistan irakien, j'ai envie de dire malheureusement, avec les différentes crises auxquelles il fait face, et auxquelles pourraient bénéficier également des personnes françaises. Et donc là, il y aurait une mobilité qui serait dans l'autre sens, avec par exemple des travailleurs humanitaires français qui iraient se former au Kurdistan. Oui, effectivement, ce serait une très belle idée. Parce qu'il existe des grosses créer pour le coup comment dire, des filières académiques allant dans ce sens, et puis ça pourrait s'articuler autour d'échanges étudiants. Enfin, il y a des choses intéressantes à faire, je pense, à ce niveau-là. Faut le temps et faut la volonté de le faire, faut la volonté politique, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire Tout à fait. à ce niveau-là. Oui, vous voulez rajouter peut-être? Non, simplement, voilà, pour dire, même si c'est pas le sujet principal de ce webinaire, puisqu'on parle uniquement des étudiants kurdes qui viendraient en France, mais vraiment l'idée de la coopération décentralisée, c'est vraiment cette idée de réciprocité, et donc vraiment un échange allant du Kurdistan irakien vers la France devrait nécessairement impliquer également d'autres échanges. Donc, c'est pourquoi l'idée que vous venez de lancer est particulièrement pertinente. Merci. Je vais revenir peut-être vers des futurs projets et faire un point sur ce qui pourra se faire, etc. Je vais parler à Roaz, mais d'abord, je vais partir vers Campus France. Au niveau de Campus France, où est-ce qu'on en est avec ces échanges étudiants? Je sais qu'ils sont arrêtés, ils ont été arrêtés à cause d'un certain nombre de la situation sur place au Kurdistan, il y a eu une crise économique, il y a eu pas mal de choses, de facteurs qui ont fait que ça s'est arrêté, et puis le Covid. Donc, vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est? Alors, il y a eu plusieurs tentatives de relance du programme. Donc, on était tous enjoués et tous très heureux de retravailler avec vous et d'accueillir tous ces étudiants. Et malheureusement, comme vous avez dit, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que on n'a pas pu les mettre en place comme on aurait voulu. Mais pour nous, en fait, on a toujours espoir de pouvoir redémarrer une nouvelle aventure avec vous, accueillir de nouveaux étudiants et voir comment, justement, cette fois-ci, l'accueil, tout ça, leur évolution pédagogique serait différente de ceux qui sont arrivés en 2012 ou 2009. Et je pense que ça serait intéressant de voir leur évolution. Je pense que ça sera vraiment différent. Je pense que, ouais. C'est un peu l'idée aussi de ce webinaire. Oui, effectivement, on travaille très bien, comme on a eu l'occasion de vous le dire, avec le Kurdistan d'Irak et notamment le bureau Campus France à Erbil, par l'intermédiaire de l'attachée de coopération qui est maintenant COCAC, conseillère de coopération et d'action culturelle Salwa Nakouzi,
qu'on salue au passage, et donc voilà, qui en tout cas est vraiment le fer de lance de la coopération entre la France et le Kurdistan d'Irak. En tout cas, enfin voilà, on travaille vraiment très bien avec elle. Et nous, on serait ravis de continuer ces échanges. Et je pense que ça n'est que temporairement, enfin voilà, en statu quo, et vraiment, enfin voilà, à la fois notre direction et je pense vous, Rewan, et voilà, les différentes parties prenantes et Monsieur Dollamari ont très envie de continuer la coopération et une convention. Nous, voilà, on serait absolument ravis de continuer ces échanges. Mais Rewan, c'est à vous de nous dire. On va travailler. Il va se passer. C'est vous, en fait, qui pourrez nous dire, vraiment. Si je organise ce webinaire, c'est comme je voulais dire, c'est pour pas que disons, c'est pour qu'il y ait de la continuité. Ouais. Vous savez qu'il y a eu des blocages, il y a eu des points de blocage qui étaient dus vraiment à des facteurs externes, hein, c'est-à-dire il y a eu la guerre contre l'État islamique, il y a eu une crise financière énorme qui a impacté la région du Kurdistan, une crise migratoire, une crise, la guerre tout simplement, etc. Donc ça a complètement tout bloqué. Derrière, on a fait des tentatives ensemble, on a essayé de relancer les choses et puis il y a eu le Covid. Donc voilà. Mais nous, sachez que, vous le savez, au bureau, on travaille en ce sens, on pousse pour que ça reprenne. Ce sont des projets à long terme, ce sont des projets qui durent 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Donc il faut du temps, il faut un peu de… Mais en tout cas, l'intention y est, la volonté y est, quoi qu'il en soit, et vous le savez. Encore une fois, nous, on se tient vraiment à votre disposition, et même à niveau, enfin voilà, la direction de Campus France, la directrice générale, et voilà, nous, on se tient vraiment à votre disposition pour avancer sur ces projets communs. J'en profite pour… alors, j'ai Rawas sous la main, et puis tu es venu en France, tu es aujourd'hui chargé de recherche à l'école Pont-Paris-Tech, etc. Quand est-ce que tu fais un partenariat? Quand est-ce que Tu fais un partenariat entre Pont-Paris-Tech et peut-être avec la région, et peut-être avec Campus France ou d'autres, et la région du Kurdistan, comment? À vrai dire, ça, j'y pense depuis longtemps, et j'en ai même parlé avec les collègues de l'université de Koya plusieurs fois. C'est vrai, c'est une chose que je me dois, enfin, je pense que je suis obligé de le faire, parce que maintenant que je profite et que j'ai cette privilégié de profiter, bah, pourquoi pas. J'essaie de mettre ça en place, mais pour l'instant, il faut que je trouve C'est dans les cartons. La bonne manière. Et maintenant, j'ai entendu tout ça, je pense que ça me motive encore à le concrétiser et de pouvoir faire un truc, un partenariat entre université et école des ponts, ou bien même Paris 6, parce que j'ai fait aussi à Paris 6. On en a déjà parlé plusieurs fois avec les collègues d'ici, les collègues de là-bas. Il faut y aller. Mais… Je rebondis là-dessus. Est-ce que, je me tourne vers Elie-Louis, est-ce que ça pourrait s'articuler dans un projet de coopération entre les deux régions, apporter une école, enfin, faire un partenariat dans le cadre du partenariat région-région? Est-ce que ce sont des choses que vous avez vues, que vous avez fait? Est-ce que ce sont des choses qui se font? Alors déjà, de manière générale, nous avons un rôle également à jouer de facilitateur entre différentes universités qui souhaiteraient pouvoir travailler ensemble. Ça peut être une facilitation toute simple, hein, une mise en relation, voilà, un apport quelconque. Donc, sur le principe, bien évidemment, l'idée, c'est de faciliter tout échange, tout partenariat qui pourrait être mis en place entre, par exemple, une université francilienne et une université kurde. Ensuite, lorsqu'on parle vraiment dans le cadre d'un accord, bien sûr, c'est impossible pour moi de vous répondre en l'état, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que rien n'est impossible dans le cadre d'un tel accord. D'accord. Ce sont des choses qui ont déjà été faites avec d'autres pays, ce sont sur lesquels vous avez peut-être travaillé avec le Liban ou enfin, pas du tout? Oui, tout à fait. Alors, il y a pas mal d'exemples qui existent, notamment sur le Moyen-Orient, avec une université francilienne qui va mener un projet avec une université partenaire à l'étranger. Je pense principalement au Liban, puisque c'est quand même une coopération assez ancienne et le volet universitaire est assez important.
je parlais tout à l'heure de l'ESA. Il y a par exemple une école de codage qui a pu être créée en partenariat avec une école francilienne, donc gérée par la Chambre de commerce de Paris, ITESIA. Donc ça, typiquement, voilà, c'était un projet pour pouvoir contribuer au développement économique du Liban dans un contexte où il y avait toute une dynamique entrepreneuriale numérique qui était portée par la Banque du Liban. Donc c'était vraiment, comme je le parlais tout à l'heure, vraiment un souhait de nos partenaires locaux, de la municipalité de Beyrouth, de pouvoir développer des formations techniques qui permettraient d'appuyer les créateurs d'entreprises, les startups. Et dans ce cadre-là, l'université, donc l'École supérieure des affaires, a souhaité porter ce projet et l'école partenaire, donc francilienne, a apporté également une expertise, un réseau, un savoir-faire pour permettre le lancement de cette école. Donc oui, tout à fait, c'est tout à fait ce genre de projets qui peuvent être mis en œuvre. D'accord. C'est un peu ce pourquoi on fait ce webinaire, on va dire, ce soir. On arrive à l'heure et 10 minutes de webinaire. Je vais vous laisser la parole à chacun d'entre vous. Il y a peut-être des questions que je ne vous ai pas posées et que vous jugez importantes, peut-être des points que vous voulez éclaircir. Oui, bien sûr. Je commence par Raphaël, tiens. Voilà, merci. Non, on a pas mal parlé de l'apprentissage de la langue française qui est quand même nécessaire pour suivre un cursus académique et universitaire en France. Mais il faut aussi signaler, mais je pense que vous le savez, mais les étudiants, peut-être, c'est bien de le rappeler, qu'on peut suivre des cours en anglais aussi en France. Il y a beaucoup de programmes enseignés en anglais, notamment des masters, qui sont essentiellement des masters qui sont enseignés en anglais. On en a plus de 1600 qui sont enseignés en anglais, donc le coût varie d'un master à l'autre, mais ça peut être aussi un point d'entrée pour aller étudier en France, sachant que l'apprentissage du français est quand même très important, voilà. Mais en tout cas, vous avez la possibilité aussi de suivre des cours en anglais en France, voilà. Je ne savais pas que c'était aussi répandu, 1600 masters en anglais. Ouais, à peu près, oui, tout à fait. Voilà. Dans l'ensemble des universités françaises, et vous avez là encore un moteur de recherche sur Campus France qui vous permet de visualiser les programmes qui sont enseignés en anglais. Là encore, le coût varie suivant les établissements. Voilà, c'était juste le petit point que je voulais rajouter. Peut-être que Serena veut rajouter quelque chose. Oui, Allô? Pour poser. Vous m'entendez? Oui, voilà, je vous entends. On vous entend. Je me permets de couper Serena, c'était simplement, je me suis rendu compte qu'on a beaucoup parlé de Campus France, mais on n'a pas dit ce qu'était en réalité Campus France. Non, et ça, c'est complètement de notre faute, enfin de ma faute. Voilà, en fait, Campus France, on est un opérateur, une agence, on est l'agence de promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger, et on est un opérateur du ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Voilà, donc on est ce qu'on appelle en langage technique un EPIC, un établissement public industriel et commercial. Voilà. Et on gère à la fois la mobilité, donc les étudiants qui vont étudier en France et les bourses, mais également on fait la promotion à travers des espaces qui sont hébergés dans les ambassades, notamment donc l'espace d'Erbil, l'espace Campus France. Donc on fait la promotion de l'enseignement supérieur français. Voilà. Okay. Et on peut-être ajouter. Oui, je me demandais, pour faciliter l'arrivée des prochains étudiants, est-ce que vous aviez pensé à créer une sorte de club avec les alumni ou... Peut-être que ça serait... C'est une bonne idée, ouais, c'est une bonne idée. Non, c'est vrai. Non, je sais pas. C'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée. Parce que comme ça, comme vous parliez de cette liste à compléter, je pense que ça serait facile aussi, ça serait plus facile s'il y avait ce club déjà créé en France, avec ceux qui sont restés en France ou je ne sais pas. Et du coup, ça fera un point d'ancrage pour les nouveaux arrivants. Il y aurait Campus France et il y aurait vous aussi, et ça pourrait peut-être qu'ils sentiraient peut-être plus à l'aise avec vous, on serait là, mais voilà. Ça serait pas mal aussi d'avoir ce refuge. C'est une très bonne idée. Effectivement.
D'accord. Ben, Rawaz a l'air intéressé. Je pense qu'il va poser les bases du club des alliés. Avec les- Ah ben, enfin, si on a besoin de moi, je suis toujours là, hein. Ce qu'il a fait à l'époque, Monsieur Delamarie pour nous, ben, je suis prêt à faire la même chose pour ceux qui arrivent. C'est bon à savoir, en tout cas. Est-ce que peut-être tu voulais ajouter quelque chose, une question, enfin, un détail, quelque chose qui te semble pertinent et important d'aborder avant qu'on se quitte, peut-être? Euh, non, moi j'ai trouvé, juste simplement dire peut-être un dernier mot, j'ai trouvé notre expérience très enrichissante. Ça nous a permis d'apprendre sur nous-mêmes, plus sur nous-mêmes, sur les autres, d'avoir un esprit encore plus ouvert et surtout de se former très bien académiquement. Donc pour cela, j'espère que ce genre de programme d'échange continue. Et, mais pas uniquement dans une sens, hein. Moi, je veux bien voir demain des étudiants. Enfin, je sais qu'il y a une partie. Enfin, Il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font voilà. Dans les deux sens, hein, j'aimerais voir aussi les étudiants français qui vont aller au Kurdistan pour faire leurs études. Là. Voilà, donc voilà. Et bah, je tiens à vous remercier encore une fois pour Je t'en prie, merci à toi d'avoir parler de participé. mon expérience. Et je me tourne vers Élie Louis. Peut-être tu as des choses que tu voudrais aborder qui m'ont échappé. Non, alors c'est peut-être pour prolonger un peu ce qui a été dit et pour ouvrir sur d'autres potentiels sujets, effectivement, peut-être qu'un second webinaire sur la question un peu pendante de celle qu'on a traitée aujourd'hui, qui est vraiment la mobilité de Français allant au Kurdistan irakien. Je pense que c'est également tout à fait important puisque on le voit bien, Serena le suggérait et Rawaz est très intéressé. Je pense que les étudiants qui font des mobilités à l'étranger sont des ambassadeurs en fait de leurs universités et de leur pays. Et la région Île-de-France a cette même idée, toujours dans le même objectif d'attractivité de ces universités. Elle encourage les étudiants franciliens allant à l'étranger en mobilité à devenir des ambassadeurs en fait de la région. Et donc il y a des trophées étudiants ambassadeurs pour mettre en œuvre des projets permettant de resserrer des liens ou même bâtir des ponts entre leurs universités donc d'appartenance et les universités qui les accueillent. Et donc je pense que voilà, c'est cet aspect-là que je voulais peut-être souligner, qui est encore une fois dans la réciprocité, puisque c'est crucial à mon avis. Voilà. Oui. Je pense qu'il y a des informations qui viennent de chez Campus France, non? Oui, juste, on a un service France Alumni donc à Campus France. Bon, effectivement, Élie Louis a parlé tout à l'heure du Liban. On a beaucoup d'étudiants libanais qui sont sur France Alumni et on pourrait envisager donc de créer France Alumni Kurdistan et avec Rawaz qui serait l'ambassadeur enfin s'il l'accepte bien sûr, qui serait l'ambassadeur de ce club France Alumni. Voilà, donc c'est une réflexion à avoir et c'est vrai que c'était une bonne idée de la part de Serena d'en parler. Voilà. Rawaz, la balle est dans ton camp. Ah, avec plaisir, pourquoi pas. Le pauvre, On va vous donner du travail. On avait su. Non, mais ça sera avec plaisir, hein. Non, ce serait vraiment. C'est une bonne chose, hein. Je trouve ça très intéressant et pourquoi pas. Faudrait voir comment mettre tout ça en place. Mais... Bon, très bien. C'est parfait. Avant de me quitter, je vais simplement, en tout cas, dans un premier temps, je vous remercie. C'était court, mais en général, on ne peut pas faire plus long parce que les gens ne suivent pas forcément un programme qui fait plus d'une heure 10. C'était intéressant. On est resté en surface, mais ça, c'est le temps qui le veut. Peut-être qu'on pourra faire d'autres webinaires avec des sujets beaucoup plus pointus, des projets sur lesquels on pourra se lancer, etc., dans un avenir proche ou moyen. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu présent, aussi bien toi, Rawaz, Raphaël, Serena et puis Élie Louis. J'en profite aussi pour annoncer les prochains webinaires. Un des prochains webinaires en kurde, ce sera sur la chaire de kurdologie à l'INALCO. Normalement, c'est dans les cartons, je n'ai plus la date exacte, mais ça se fera et ça sera en langue kurde. En français, nous allons avoir un webinaire
historiquement sur la situation des Françaises qui sont installées sur place au Kurdistan. On va avoir un webinaire avec l'évêque de Zaho et Ahmedieh, Monseigneur Rabban, qui parlera de la situation des chrétiens en Orient, et notamment au Kurdistan, dans la région du Kurdistan. Ça sera aussi intéressant. Alors, ça sera 2-3 jours avant Noël. La date aussi n'est pas choisie au hasard. En janvier, nous aurons Jessica Giraud, la responsable de la mission archéologique française au Kurdistan, qui va nous parler de tout un tas de découvertes qu'ils font sur place. Et c'est passionnant. Donc voilà. Je vous remercie encore une fois. Merci d'avoir pris le temps. Et puis, on reste en contact. De toute manière, on se connaît bien maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci bien. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.